L'histoire commence lorsqu'un homme se réveille et se demande où il se trouve. Une femme se tient debout devant lui, et il se demande si c'est sa mère. Il se rend compte que cela ne peut pas être elle, car elle ne ressemble en rien à sa mère, et il remarque qu'il peut à peine bouger. Les choses deviennent encore plus mystérieuses lorsqu'il remarque qu'il y a un écran flottant devant lui. Plusieurs attributs apparaissent sur l'écran, et il se demande s'ils sont censés représenter ses statistiques. Cette prise de conscience le déçoit beaucoup, car il remarque que son niveau est redescendu à 1. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas de nom. À ce moment-là, un homme que la femme appelle « Sa Majesté » apparaît, et le garçon se demande si cet homme est une sorte d'empereur. L'empereur déclare que ce garçon s'appellera Noah et qu'il portera le titre de 13e prince impérial. On informe l'empereur que Noah a une affinité pour la magie de l'eau, il décide donc que Noah régnera sur le territoire appelé Almria. Ce domaine lui conviendra parfaitement, car c'est le territoire où réside le clan de l'eau. Noah remarque que les choses changent sur son écran, mais il ne comprend pas ce que cela signifie, car il n'a jamais vu de telles valeurs auparavant. L'empereur veut voir les compétences de Noah, alors le prêtre les révèle. Tout le monde dans la pièce est alors choqué par ce que montre son écran de statut. Noah ne comprend pas ce que cela signifie, mais il remarque que les valeurs à côté de son attribut ont changé. Tout le monde dans la pièce continue de halter d'étonnement, car Noah a un attribut au double S. Même la mère de Noah est incrédule, car cette statistique est bien plus élevée que lorsqu'il est né il y a peu. Le prêtre est complètement perdu pour trouver les mots, se demandant si cela signifie que Noah s'est déjà éveillé. Atteindre le double S est incroyablement rare en général, et c'est tout à fait inédit pour quelqu'un d'aussi jeune. Tous les spectateurs s'émerveillent devant Noah, car ils réalisent qu'ils assistent à la naissance d'un homme au talent immense. Noah est encore très confus et ne sait pas quoi penser de tout cela. Tout ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'il a reçu une nouvelle vie et qu'il s'est réincarné en noble. La nouvelle maison de Noah est l'Empire d'Amira, une nation de guerriers nichés au cœur d'une chaîne de montagnes. L'empereur est le père de plus de 10 fils connus sous le nom de princes impériaux. Les princes sont vénérés et adorés par le peuple comme les nobles les plus renommés. Cela fait maintenant 6 ans que Noah s'est réincarné, et il a pris conscience d'une chose concernant ses statistiques. Les valeurs qu'il voit sur son écran de statut sont différentes de celles que les autres peuvent voir. Il voit des rangs normaux comme tout le monde, mais Noah est capable de voir des valeurs différentes. Au lieu du double rang est-ce que tout le monde voit pour son attribut O, Noah voit E+, et s'il a appris que ces valeurs supplémentaires proviennent des personnes qui sont ses subordonnés. Par exemple, le S ajouté à son attribut O provient du domaine qui lui a été accordé à sa naissance. L'empereur a donné à Noah le domaine appelé Almria, ce qui a fait de tous les résidents de ce domaine ses subordonnés. Almria est le lieu de résidence du clan de l'eau, donc le fait de les avoir comme subordonnés a considérablement renforcé l'attribut O de Noah. Même ses servantes renforcent légèrement ses attributs, ce qui montre clairement qu'il tirera profit de tous ses subordonnés, aussi faibles soient-ils. En d'autres termes, Noah peut devenir plus fort en gagnant davantage de subordonnés. Une autre chose qu'il peut voir et que les autres ne peuvent pas voir, c'est que son niveau peut être augmenté à l'infini. Alors que les servantes préparent Noah pour sa journée, elles ne peuvent s'empêcher de souligner à quel point il est bien élevé. La plupart des garçons de son âge seraient pleins de malice, mais Noah est toujours si calme et posé. Noah a beaucoup appris sur le fonctionnement de son écran de statut, mais ses capacités sont encore limitées car il n'a que 6 ans. À ce moment-là, une femme de chambre nommée Evelyne informe Noah que 2 visiteurs sont arrivés. Noah nous explique qu'Evelyne est une belle femme de chambre spécialisée dans l'hospitalité. Evelyne informe Noah que 2 de ses frères sont venus lui rendre visite et qu'ils ont dit qu'il pouvait prendre son temps avant de les rencontrer. Noah sait qu'il ne peut pas les faire attendre, car l'un de ses frères est le prince héritier. Noah va immédiatement à leur rencontre et est accueilli par ses frères. L'un d'eux s'appelle Henri, et c'est le 4e prince. L'autre est Albert, et c'est le prince héritier. Noah s'excuse d'être en retard, et ses frères ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'il est toujours aussi courtois. Noah est toujours très poli, et ses frères sont donc convaincus qu'il fera un excellent chancelier un jour. À ce moment-là, Albert révèle qu'ils ont apporté un cadeau pour Noah. Albert demande à quelqu'un de l'apporter, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable. Cela ressemble à un cercueil recouvert d'une sorte de force obscure, et l'homme qui le transporte a l'air terrifié. Il transpire même de peur, alors Noah ne peut que se demander ce qui se passe. Albert demande à l'homme d'ouvrir la boîte, et Noah est horrifié pendant un instant. Il entend des gens crier de douleur et les voit supplier le prince Albert de les sauver. Ce n'est qu'une vision que Noah a, car la seule chose qui se trouve à l'intérieur de la boîte est une épée. Albert demande à Noah ce qu'il en pense, et Noah répond que c'est incroyable. Albert dit à son petit frère de la prendre, mais Noah hésite, quelque chose ne va pas avec cette épée, mais c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut donc pas refuser. Noah prend l'épée, et Albert est très impressionné. Il explique que l'épée s'appelle Léviathan et qu'il s'agit d'une épée magique d'eau réputée pour être la plus puissante de l'Empire. Elle n'est toutefois pas destinée aux âmes sensibles, car plus de 120 personnes ont perdu la vie en essayant de la maîtriser. Noah est choqué d'entendre cela et panique au point de presque laisser tomber le cadeau du prince héritier. Henri voit bien que Noah a peur, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter.
Ceux qui ne sont pas destinés à manier l'épée perdent la vie dès qu'ils la soulèvent. Cette épée est tellement maudite que pour la plupart des gens, le simple fait de porter le coffret dans lequel elle se trouve est une torture. Albert est heureux d'avoir apporté ce cadeau à Noah, car cela lui a montré qu'il fallait avoir une affinité avec l'eau de niveau double S pour manier l'épée. Il remercie ensuite Noah, car cette démonstration était très précieuse. Les deux frères s'en vont, et Noah traite Albert de prince méprisable, car il ne faisait que le tester. Noah n'ose toutefois pas le dire à voix haute, car il sait que s'il le faisait, il perdrait la vie. Dehors, Henri se demande s'il était judicieux de donner le Léviathan à Noah. L'épée est inestimable, mais Albert ne regrette pas sa décision. Il est vraiment content, car il pense que l'épée est entre de meilleures mains entre celles d'une personne aussi brillante que Noah. Cependant, il dit que c'est justement à cause de la brillante intelligence de Noah qu'il doit faire l'expérience d'être mordu par son propre animal de compagnie précieux. Cette nuit-là, Noah sent que quelque chose tracasse sa femme de chambre, Zoé. Zoé dit que ce n'est rien, mais Noah insiste pour qu'elle lui dise. Elle est la femme de chambre personnelle de Noah et elle lui révèle qu'elle aimerait prendre quelques jours de congé. Sa ville natale a été inondée et la ferme où elle a grandi a été complètement détruite. Sa mère, qui vit seule, est désormais sans emploi et a besoin d'aide. Les autres membres de la famille de Zoé ne veulent rien faire et lui ont dit de simplement aller travailler dans le quartier rouge. Ils lui ont dit qu'elle ne valait rien, mais qu'elle pourrait se vendre comme quelqu'un qui a servi le prince. Noah l'interrompt, car il en a assez entendu et a une autre idée. Au lieu que Zoé se vende, il emploiera sa mère dans le manoir. Elle sera simplement chargée de fermer le portail d'entrée et il lui versera 10 renés par mois. C'est incroyablement généreux, mais Zoé fait remarquer qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel travail. Il va également la payer bien plus que le salaire standard, mais Noah le sait déjà. Sa générosité ne s'arrête pas là, car il explique qu'il y a une maison inutilisée à la périphérie de la capitale. Il dit que Zoé et sa mère peuvent y vivre, alors Zoé se met à pleurer devant tant de gentillesse. Zoé le remercie encore et encore, mais Noah reste professionnel et lui dit de continuer son travail. Pendant ce temps, il se dit qu'il ne pourrait jamais laisser quelqu'un qui travaille pour lui exercer dans le quartier rouge. Cela ternirait son titre de 13e prince, mais surtout, Zoé est sa servante. Elle est à ses côtés depuis longtemps et elle servira Noah toute sa vie. À ce moment-là, Noah appelle son majordome, Dylan. Noah explique qu'il y a eu une inondation dans la ville natale de Zoé, et demande à Dylan d'acheter autant de terre que possible dans cette région. Zoé est complètement abasourdie, alors Noah lui explique pourquoi des escrocs vont tenter de profiter des personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, comme la mère de Zoé. Noah veut les protéger, alors il demande à Dylan de les mettre en sécurité avant que quelque chose de grave ne leur arrive. Noah se demande ce qui ne va pas lorsque tout le monde se tait, alors Dylan lui explique qu'il est simplement surpris. Noah est très jeune, mais il gère une situation qu'il n'a jamais connue auparavant avec une incroyable clairvoyance. C'est tout à fait vrai, mais Noah pense qu'il a vu plus que sa part de ce genre de choses avant de se réincarner. Dylan se demande où il pourrait trouver l'argent nécessaire pour faire cet achat, car il estime que l'achat de toutes ces terres coûtera 700 000 renés. Zoé est choquée par ce chiffre, et Noah ne peut pas lui en vouloir d'être surprise. Le revenu annuel moyen d'un homme adulte dans la capitale est de 120 renés. Même les serviteurs de Noah ne gagnent que 8000 renés par an. Même avec les recettes fiscales provenant d'Almria et les dons en argent de l'empereur, Noah ne dispose que d'environ 500 000 renés. Il lui manque donc 200 000 renés, mais il a une idée. Il possède des terres juste au sud de la capitale, il décide donc de les vendre. Dylan lui fait remarquer que ces terres sont un cadeau de l'empereur et que les vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Mais Noah s'en moque et dit qu'il en assumera les conséquences. Zoé ne veut pas qu'il ait des ennuis, mais Noah lui fait remarquer que les nobles ont des obligations et qu'ils doivent parfois se sacrifier pour apporter le bonheur au plus grand nombre possible. Dylan comprend et dit qu'il va immédiatement exécuter son ordre. Il prend également soin de remercier Noah, qui se souvient alors que Dylan est originaire de la même région que lui. Peu après, Noah se prépare à partir pour Dozo. À ce moment-là, il se précipite vers son frère Henri et s'excuse de ne pas l'avoir salué plus tôt. Noah explique qu'il a acheté un terrain dans une région appelée Dozo et qu'il va aller l'inspecter. Henri remarque que Noah emporte le Léviathan et se demande s'il a l'intention de s'en servir. Noah répond que non, qu'il l'emporte juste pour le tester. Il a senti une sorte de pouvoir dans l'épée la première fois qu'il l'a tenue, mais il ne l'a plus ressenti depuis. Noah l'a emporté avec lui pour voir s'il le ressentirait à nouveau. Henri est en fait venu parler de l'épée parce qu'il s'est renseigné à son sujet. Albert a dit des choses étranges à son sujet, alors Henri a décidé d'enquêter. Il a découvert que le Léviathan semblait avoir sa propre volonté et qu'il n'obéissait qu'à celui qui le reconnaissait comme son maître. Noah considère l'épée comme un chien enragé, ce qui signifie qu'il devra gagner sa reconnaissance. Henri dit à Noah de la garder avec lui s'il le faut, mais le met en garde contre son utilisation. Il ne donne aucun détail et dit seulement à Noah que sa vie prendra fin s'il essaie de l'utiliser. Peu après, Noah arrive à Dozo, et Zoé est horrifiée de voir l'étendue des dégâts. Les maisons sont complètement détruites, et Noah en conclut qu'il sera plus difficile qu'il ne le pensait d'acheter le terrain.
Les titres de propriété ont probablement été détruits, ils devront donc les acheter à partir de la liste détenue par les services administratifs. Dylan et Zoé sont tous deux stupéfaits que Noah ait pu déterminer tout cela d'un seul coup d'œil. Noah dit à Dylan de se dépêcher d'aller au bureau et qu'il prendra ses responsabilités si quelque chose arrive. Noah demande ensuite à Zoé de lui faire visiter les lieux afin qu'il puisse inspecter le terrain. Les légumes racines ont déjà commencé à pourrir, Noah en conclut donc qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Zoé lui dit qu'il pourrait être dangereux de rester ici, mais Noah s'en moque. Si elle essaie de l'en empêcher à cause des mauvaises personnes qui pourraient se trouver ici, il s'enfuira seul pendant la nuit. À ce moment-là, ils entendent une cloche et Zoé explique que de la nourriture est distribuée aux sans-abri. Cela signifie que l'Empire fait son travail pour aider la population, mais la nourriture est très fade. Ce n'est guère plus que de l'eau bouillie et le goût est horrible. Noah est contrarié parce qu'elle est déjà avariée, mais les gens savent qu'ils ne peuvent pas en demander trop. Ils disent qu'ils ont déjà de la chance de pouvoir manger, alors ils acceptent tout ce qu'on leur donne. Noah n'arrive toujours pas à croire que l'Empire distribue de la nourriture avariée, mais son interlocuteur commence à s'inquiéter, quelqu'un est arrivé pour une inspection, et il s'agit d'un représentant du gouvernement local. Il s'agit de Lord Gerald, qui va vérifier la nourriture. Il se contente de la regarder et décide qu'elle lui semble correcte. Elle sent si mauvais qu'il doit se couvrir le nez, mais il l'approuve quand même. Noah ne laisse pas passer cela et souligne que Lord Gerald doit recevoir des pots de vin. Dylan et Zoé sont horrifiés de voir Noah parler ainsi à ce noble, mais il est trop tard. Noah accuse Gerald de ne se soucier absolument pas du peuple et affirme que la seule raison pour laquelle il a embauché ces personnes pour distribuer de la nourriture était pour pouvoir détourner une partie de l'argent. Gerald ne le nie pas et explique que c'est un travail difficile. Cela demande beaucoup d'efforts, donc recevoir de l'argent en échange est un privilège accordé à ceux qui donnent tant. Ces hommes éclatent alors de rire lorsqu'il dit que ce gamin vient d'apprendre une bonne leçon. Noah ne rit pas, cependant, et il n'aime pas le ton condescendant de Gerald. Noah est clairement en colère, et nous voyons que quelque chose arrive au Léviathan. Noah explique que s'enrichir grâce aux rations destinées aux victimes de catastrophes est un crime, mais Gerald n'apprécie pas du tout cela. Il explique qu'insulter Noah revient à insulter Siron, le souverain de tout ce territoire. Il se demande si Noah sait qui il est, mais Noah l'interrompt. Noah dit que les types qui tyrannisent les faibles pour gagner plus de pouvoir le dégoûtent. La colère de Noah continue de monter, et nous voyons que l'obscurité autour de son épée commence à s'étendre. Gerald rappelle à Noah un chien en colère, ce qui lui fait penser au Léviathan. Noah s'apprête à prononcer la punition de Gerald, mais Gerald est lui-même en colère. Il s'apprête à attaquer Noah, mais Noah annonce que la punition de Gerald sera la mort. Alors que la tension atteint son paroxysme, le Léviathan fond sur notre héros. Zoé est horrifiée, pensant qu'il l'a transpercé, mais l'épée s'est en fait arrêtée juste à côté de Noah. Noah comprend que le Léviathan est en colère parce qu'il a associé son nom à un déchet comme Gerald. Il dit que si l'épée est vraiment en colère, alors il veut qu'elle lui montre sa force. À ce moment-là, le Léviathan libère son pouvoir et commence à consumer notre héros. Noah se débat, car il ressent une douleur intense, et il reconnaît à quel point l'épée est puissante. Il est clair que le Léviathan tente de soumettre Noah en lui prouvant sa puissance. Il veut que Noah admette qu'il est faible par rapport à lui, mais Noah est déçu. Il souligne que les forts ne font étalage de leur puissance que devant les faibles, car ils craignent quelqu'un d'encore plus fort. Noah subit beaucoup de dégâts à cause de l'épée, mais il parvient à y résister. Il déclare que si quelqu'un est avec beaucoup de pouvoir, il doit l'utiliser pour le bien du peuple. Il annonce que c'est son privilège en tant que noble et parvient à s'emparer de l'épée. Noah ordonne au Léviathan de lui obéir, ce que fait l'épée. Gerald poursuit son attaque, mais il n'est pas de taille face à Noah et sa nouvelle épée. Noah, impitoyable, décapite Gerald, et les chevaliers décident qu'ils doivent éliminer le garçon. Noah n'a encore montré qu'une infime partie de son pouvoir, et il lance alors une attaque qui stupéfie tout le monde. Il invoque un gigantesque pilier d'eau qui creuse un énorme trou dans le sol. Les dégâts sont si importants que le fond du trou est invisible, et Noah dit au Léviathan que son pouvoir est fou. À ce moment-là, d'autres chevaliers arrivent, et les distributeurs de nourriture leur annoncent qu'un enfant a éliminé leur Gerald. Le capitaine des chevaliers s'appelle Rowan, et il s'incline immédiatement devant le 13e prince. Noah est surpris de voir que quelqu'un le reconnaît, et Rowan s'excuse pour la façon dont il a été traité. Rowan n'a été envoyé ici que récemment, et il est en fait un serviteur du prince Henri. Tout le monde est confus, alors Rowan leur dit qu'il se trouve en présence du 13e prince. Ils s'inclinent tous devant lui, mais Noah est préoccupé par autre chose. Il explique que quelqu'un a engagé ses distributeurs de nourriture pour toucher des pots de vin, alors il a puni l'homme qui était derrière tout cela. Noah désigne les complices de Gerald et ordonne à Rowan de leur infliger la punition qu'ils méritent. Quant à la distribution de nourriture, Noah annonce qu'ils vont recommencer à zéro. Il dit qu'à partir de maintenant, la soupe sera beaucoup plus épaisse et fraîchement préparée. Elle devra être si dense qu'il pourra y planter une cuillère sans qu'elle ne tombe. Rowan promet de s'en occuper, et les villageois n'arrivent pas à croire qu'ils vont enfin pouvoir manger de la vraie nourriture. Ils acclament tous le prince Noah,
et Zoé dit qu'il est vraiment incroyable. Ailleurs, Albert est informé de ce qui s'est passé. Il se rend compte que non seulement Noah n'a pas été mordu, mais que le chien enragé s'est en fait soumis à lui. Albert n'aurait jamais pu imaginer cela, et il en conclut que Noah pourrait être encore plus utile qu'il ne le pensait. Peu après, Noah est convoqué pour rencontrer l'empereur. Ce dernier a appris que Noah avait vendu une partie des terres qu'il lui avait accordées et qu'il avait utilisé l'argent pour acheter un village entier. Noah ne peut le nier, alors il se prépare à recevoir sa punition. Il est cependant surpris lorsque l'empereur le remercie à la place. Les efforts de Noah ont empêché quiconque de profiter de l'inondation. Si cette catastrophe naturelle avait été suivie d'une catastrophe d'origine humaine, ils auraient dû mobiliser les ressources impériales pour nettoyer les dégâts. L'empereur se demande comment Noah a eu connaissance de l'inondation, et Noah lui explique que c'était simplement une coïncidence. Sa servante était originaire de ce village, et il a simplement agi rapidement. L'empereur a également entendu dire que Noah avait maîtrisé une épée magique d'eau dans ce village, et Noah n'arrive pas à croire qu'il soit au courant. Ce n'est pas tout ce qui le choque, car l'empereur déclare qu'il aimerait revoir les capacités de Noah. Le prêtre va vérifier, comme lorsque Noah est né, et il affiche l'écran de statut de Noah. Noah ne s'est pas vérifié depuis quelques jours, et il vient de réaliser quelque chose. Il s'avère que ce ne sont pas seulement ses subordonnés humains qui peuvent améliorer ses statistiques. Sa statistique d'eau a encore augmenté, et c'est parce que Noah a réussi à faire du Léviathan son subordonné. L'empereur est émerveillé, et Noah constate que son attribut d'eau est désormais de rang triple. L'empereur souhaite que Noah continue à l'aider, et Noah accepte. Plus tard, Noah va voir une chanteuse se produire, et nous apprenons qu'il a donné plus de travail à Zoé pour la remercier de son aide dans son village. Zoé fait du bon travail, et elle prête attention aux plus petits détails, donc il lui a donné plus de responsabilités. Noah est très intelligent dans la façon dont il choisit ses partisans, et il dit qu'on ne peut jamais avoir trop de personnes brillantes qui travaillent pour vous. Noah observe ensuite attentivement une chanteuse se produire devant une grande foule. Elle s'appelle Alishay, et Noah peut en déduire beaucoup sur elle par sa façon de chanter. Elle chante avec sincérité, et elle prend cela très au sérieux, ce qui signifie que c'est une fille très consciencieuse. C'est alors que des hommes font irruption pour arrêter le spectacle, et ils se demandent pourquoi Alishay perd son temps. Il souligne qu'elle ne gagnera pas assez d'argent pour rembourser la dette de son père de cette façon, donc elle doit faire autre chose. Alishay explique que chanter est tout ce qu'elle a, mais cela ne fait que rendre les hommes encore plus contrariés. Ils indiquent qu'il y a une meilleure façon pour une femme de gagner de l'argent, et Alishay est horrifiée par ce qu'ils sous-entendent. Tout le monde dans la foule est trop terrifié pour dire quoi que ce soit, mais une seule voix attire l'attention des voyous. C'est Noah, mais les hommes lui disent de rentrer courir vers sa maman. Noah ignore l'insulte et se contente de citer la loi impériale 67, article 2. Elle stipule qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents. Noah monte sur scène et déclare que forcer Alishay à rembourser la dette de son père et lui ordonner de vendre son corps pour le faire est un crime. Un des voyous dit avec colère à Noah de ne pas s'en mêler, mais Noah les attaque instantanément en invoquant le Léviathan. Noah se demande s'ils veulent vraiment continuer, mais les hommes ne veulent pas s'attaquer à lui et à son épée terrifiante. Ils s'enfuient, mais promettent de ne pas oublier cela. Noah dit au propriétaire de l'informer si ces hommes reviennent un jour, et l'homme est choqué d'apprendre que Noah est un prince. Noah dit à Alishay qu'il est très impressionné par sa voix, et il se demande combien sont ses frais de vie chaque mois. Alishay ne veut même pas le dire parce que c'est beaucoup à cause du traitement qu'elle doit payer pour la maladie de sa mère. Noah n'attend même pas sa réponse et dit simplement 25 renés. Alishay ne comprend même pas ce qui se passe, donc Noah explique que c'est ce qu'il lui paiera chaque mois pour qu'elle puisse se concentrer sur le chant. Ce n'est même pas le meilleur, car il explique qu'il augmentera le montant à mesure qu'elle s'améliorera. Alishay est choquée par son incroyable gentillesse, alors elle remercie notre héros. Noah dit que ce n'est pas un problème et qu'il aimerait entendre le reste de sa performance. Lorsque Noah retourne chez lui, on lui dit que des prêteurs sont venus le voir. Noah remarque que ce sont les voyous d'avant, et on lui dit qu'ils veulent s'excuser auprès de lui. Noah détermine qu'ils veulent juste s'excuser après avoir découvert qui il est, alors il dit à sa servante de les faire renvoyer. Il a également un message pour eux, à savoir qu'un prince n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent voir quand ils le veulent. Henri arrive, et il est impressionné par la façon dont Noah a géré la situation, accorder une audience à des hommes comme eux dévaloriserait le statut de Noah en tant que membre de la royauté, donc il a raison de les renvoyer. Noah est d'accord, mais il explique qu'il a une autre raison de s'en débarrasser. Il va aider Alishay, donc il veut que les prêteurs pensent qu'il est encore en colère contre eux. Tant qu'ils pensent que Noah est en colère, ils n'embêteront pas Alishay. Henri est vraiment impressionné car cela signifie que Noah pense très loin à l'avance. Il souligne que leurs frères Frank et Gary sont plus proches de l'âge de Noah, mais ils ne pensent pas du tout comme lui. Gary est le plus coupable de mauvaise conduite parce que, malgré tous les enseignements qu'il reçoit, il n'a toujours pas appris ses manières. Noah est sûr que ses frères apprendront assez tôt, mais au fond de lui, il n'en est pas si sûr. C'est alors que Henri change de conversation, car il aimerait reparler de l'épée magique. Il semble que Noah l'ait maîtrisée, et Noah en donne le mérite à Henri.
C'est Henri qui a dit que le Léviathan a une volonté propre, et il avait raison. Henri ne peut que se demander comment Noah la transporte, car il se souvient que l'épée est énorme. C'est alors que Noah le choque en le faisant sortir de son siège en invoquant le Léviathan. Noah révèle qu'il cache l'épée dans sa manche en la réduisant à une taille minuscule. Henri n'a jamais rien vu de tel auparavant, et Noah explique que l'épée elle-même lui a appris à la réduire. C'est totalement sans précédent, et Henri ne peut pas le croire. Le Léviathan a été isolé comme trésor national pendant 2 siècles, et même les archives d'avant ne mentionnent rien à ce sujet. Henri le résume à Noah qui est tout simplement incroyable, et il le crédite d'avoir débloqué le véritable potentiel de l'épée. Cette nuit-là, nous voyons que les prêteurs s'inclinent toujours devant la porte. Cela fait des heures, donc les hommes perdent patience. Un homme commence à lancer des injures contre le château et dit à Noah de ne pas faire le fier en les ignorant. Les autres hommes essaient d'arrêter leur chef, mais ils jurent d'éliminer Noah pour les avoir ignorés. Noah utilise alors une nouvelle capacité, car il force les hommes à taire rien qu'en les fixant du regard. Henri peut dire que Noah a failli assommer ces hommes rien qu'en les regardant, donc il ne peut que se demander ce que Noah a fait cette fois. Noah révèle qu'il a libéré juste un petit peu du pouvoir du Léviathan et l'a utilisé pour les menacer. Un peu plus tard, Noah arrive dans une salle et est accueilli par Redok. Lorsqu'il entre dans le bâtiment, tout le monde commence à applaudir pour lui, et il parle du fait qu'il est le 13e prince. Il a l'air si digne pour quelqu'un de son âge, et il est clair qu'il est le fils du roi. Redok se demande ce que Noah porte à sa taille, donc Noah explique que c'était un cadeau du prince héritier. Il dit simplement que c'est le Léviathan, et tout le monde est choqué. Cette épée est un trésor national, et tout le monde est émerveillé car c'était un cadeau direct du prince héritier. Un imbécile dans la foule dit que c'est probablement juste une réplique jouet, mais il est horrifié quand il réalise que Noah l'a blessé. Le Léviathan lui-même est encore plus contrarié que Noah, et il ne peut pas retenir sa soif de sang. Son obscurité se propage dans toute la pièce, donc Noah doit ordonner de se retenir. Le Léviathan obéit immédiatement aux ordres de Noah et retire son pouvoir obscur avant que quiconque ne perde la vie. Noah détermine que le Léviathan était en colère parce que son maître a été insulté, mais ce n'est pas acceptable. Noah dit à l'épée qu'il apprécie sa loyauté, mais il dit qu'elle est allée trop loin. Redok est étonnamment satisfait de la démonstration, car il est sûr que tout le monde a senti qu'ils étaient très proches de perdre la vie. C'était le vrai pouvoir d'un trésor national, et ce qui vient de se passer démontre clairement que Noah a le contrôle de ce pouvoir écrasant. La foule adhère à ce qu'il dit, car il détermine que Noah leur a sauvé la vie à tous avec un seul mot. L'épée était prête à leur faire payer d'avoir douté de Noah, mais Noah leur a épargné la vie par miséricorde. Cela les fait tous adorer Noah encore plus, donc ils l'acclament une fois de plus. Redok se demande ce qu'il devrait faire à propos de l'homme qui a douté de lui, donc Noah dit simplement de le laisser tranquille. Il s'est déjà ridiculisé lui-même, et il ne peut pas s'en cacher. Au fur et à mesure que la nuit avance, tout le monde se présente à tour de rôle au prince. Un homme se présente lui-même et sa fille, et Noah impressionne tout le monde, car il est capable de déduire beaucoup de choses sur eux d'un seul regard. Il peut dire que le père est un noble de 2e ou 3e génération et que sa fille est adoptée. Noah est capable de deviner cela parce que le père a la prestance de quelqu'un qui est né dans un rang élevé, mais sa fille ne l'a pas. De plus, Noah peut dire que sa fille est une ancienne esclave. Il a atteint cette conclusion parce qu'au moment où elle s'est sentie troublée, elle lui a donné un regard curieux. C'est un regard unique aux personnes qui ont été esclaves, et Noah l'a remarqué immédiatement. Le père, nommé Alan, ne peut pas croire que Noah ait pu dire tout cela, et il confirme tout. Il a acheté la fille, nommée Cindy, comme esclave à l'origine, mais elle apprend très vite, donc il lui a enseigné en tant que fille adoptive. Noah les surprend alors, car il dit qu'il aime vraiment les histoires comme celle-là. Il aimerait en entendre plus, donc il dit qu'il aimerait qu'il visite son manoir un jour. Les deux remercient le prince et prennent congé. Noah est encore plus impressionné par Alan parce qu'il savait quand c'était le moment parfait pour partir. Redok est d'accord que l'homme est très intelligent car s'il était resté plus longtemps, tout le monde lui envierait. La foule remarque encore Alan parce qu'il a été le premier à être reconnu par le prince. C'est alors que Noah révèle qu'il y avait une autre façon de dire que Cindy n'était pas la vraie fille d'Alan. Noah le démontre en libérant une partie du pouvoir maléfique du Léviathan, et Cindy le remarque immédiatement. Noah révèle que Cindy protège Alan depuis la première fois où il a utilisé l'épée comme une menace. Une fille de son âge serait normalement celle qui est protégée, mais elle n'est pas une fille ordinaire. Redok est choqué parce que Noah le savait depuis le tout début, et il dit qu'il n'a jamais été aussi impressionné par qui que ce soit auparavant. Le lendemain, Noah est accueilli par le 8e prince, nommé Oscar. Noah dit qu'il est juste sorti se promener, donc Oscar dit qu'il devrait le rejoindre dans une chasse au trésor. Noah accepte, donc il se dirige vers Cobalt Street. Noah a entendu parler de cet endroit avant parce qu'on dit que des antiquités de tout l'Empire peuvent être trouvées ici. Oscar dit que c'est vrai, mais il peut aussi y avoir beaucoup de contrefaçons. Trouver le vrai trésor parmi eux est quelque chose que tout noble devrait pouvoir faire. Les hommes passent la journée à chercher de grands trésors, mais à la fin, ils ne trouvent rien de bon.
Oscar appelle cela de la malchance, et il est surpris quand Noah achète quelque chose. C'est un livre bon marché qui ne coûte que 3 renés, donc Oscar suppose que Noah l'a acheté juste parce que c'était une bonne affaire. Noah dit que le livre l'a juste rendu curieux, et Oscar est choqué quand il réalise ce que c'est vraiment. Il ne peut pas le croire au début, mais un regard plus attentif le rend certain. C'est le grimoire d'Andrea, qui était un sorcier légendaire. C'est la copie originale, ce qui signifie que c'est sans aucun doute un véritable trésor. Selon ce qu'il y a dans le livre, Noah pourrait peut-être le vendre pour 1000 renés. C'est vraiment incroyable, donc Oscar se demande comment Noah savait ce que c'était. Noah, bien sûr, ne le savait pas, mais au moment où il l'a touché, un plus a été ajouté à sa statistique de vent. C'est alors que Noah réalise quelque chose, et le Léviathan commence à trembler de manière incontrôlable. L'épée l'a également réalisé, et Noah la prend et la pointe vers le livre. Seuls les êtres avec leur propre volonté peuvent ajouter à ces statistiques, ce qui signifie que ce livre doit avoir une volonté propre. Menacer le livre avec son épée le fait réagir, et il commence à libérer son propre pouvoir. Le livre s'ouvre sur une page avec un cercle magique, et encore plus de puissance en sort. Quelque chose de terrifiant émerge du livre, et Oscar est incrédule. Il ne comprend pas ce qui se passe, et il se demande si le livre est un tome interdit avec l'âme du sorcier scellée à l'intérieur. La situation devient plus dangereuse chaque seconde, donc Oscar dit à Noah de courir. Il a déterminé que cet être est l'esprit vengeur du grand sorcier, qui a maîtrisé la magie du vent. Des vents violents commencent à remplir l'air, donc Oscar dit encore à Noah de courir. Noah refuse, cependant, et il dit à l'esprit de partir. Il déclenche une attaque d'eau immensément puissante du Léviathan, et cela bat immédiatement l'esprit. Le ciel est à nouveau clair, et Noah confirme que l'esprit est parti parce que sa statistique de vent ne montre plus de plus. Oscar vérifie s'il y a des dégâts collatéraux, mais Noah l'assure que tout va bien. Noah ne voulait blesser personne ni endommager aucun des bâtiments, donc il a visé son attaque vers le haut. Oscar est encore une fois émerveillé par lui parce que Noah a pu prendre ce genre de décision en un instant. Il ne se souvient pas que Noah était comme ça, donc il ne peut que se demander quand il est devenu si fort. C'est alors qu'un marchand nommé Barley se présente. Après avoir vu de quoi Noah est capable, il a décidé de lui montrer quelque chose. Noah se demande si c'est une sorte de trésor, mais le marchand n'en est pas vraiment sûr. Il le leur montre et explique que c'est une bague qui ne montrera sa vraie forme que lorsque son vrai propriétaire apparaîtra. Barley l'a montré à beaucoup de gens, mais elle ne répond jamais. Elle ne fait rien maintenant, donc Noah dit que ça pourrait aussi être juste des déchets. Le marchand y a pensé avant, et il a même essayé de s'en débarrasser plusieurs fois. Cependant, peu importe combien de fois il la jette, la bague ne cesse de revenir. Elle réapparaît toujours dans son magasin, ce qui le rend certain qu'il y a quelque chose de spécial à son sujet. Noah l'essaie, et Barley est choqué car elle commence à briller pour la première fois. Une voix mystérieuse déclare que la limite de niveau a été confirmée. Elle révèle que c'est un objet de triple rareté, et elle vient de reconnaître Noah comme son nouveau propriétaire. Elle dit armure, et un liquide étrange commence à en couler. Il se déplace sur les bras et les jambes de Noah, et les hommes sont choqués lorsque la vraie forme de la bague est finalement révélée. Même Noah est émerveillé parce que la bague s'est transformée en une armure qui couvre les bras et les jambes de Noah. Il n'y a pas de changement dans ses statistiques, cependant, ce qui signifie que ce n'est pas le même genre d'être que ce grimoire ou le Léviathan. La bague est sans aucun doute un objet très spécial, cependant, et elle aura ses utilisations. Noah dit qu'il achètera la bague à Barley, et il fera envoyer les paiements plus tard. Oscar, cependant, propose de la payer et dit que Noah peut simplement la considérer comme un cadeau. D'abord, Noah a réveillé une épée magique, et maintenant il a fait de même pour une bague magique, donc Oscar est sûr qu'il y a quelque chose de très spécial chez Noah. Les deux hommes finissent par se séparer, mais le prêteur apparaît pour attaquer Noah. Les amis de Noah essaient de le protéger, mais il n'en a pas besoin. Au lieu de cela, il active sa bague et bloque tout le monde en l'utilisant pour créer un bouclier. L'homme est traité, et Noah range son bouclier. Oscar ne se souvient pas avoir vu cela avant, donc Noah explique qu'il a lié la bague avec le Léviathan. Noah n'était pas sûr de ce qui se passerait, mais la bague semble avoir réagi à l'hostilité de l'homme avec une défense automatique. Oscar est encore une fois émerveillé, car il réalise que Noah a déjà maîtrisé le pouvoir de la bague en si peu de temps. Plus tard, Noah va revoir Alichet se produire, et il pense au fait que le prêteur est fichu après l'avoir attaqué. Ils n'embêteront plus Alichet non plus, donc il se rappelle de lui dire cela plus tard. C'est alors qu'un homme ivre saute sur la scène pour draguer Alichet. Un autre homme dit qu'il l'a vu en premier, donc ils commencent à se disputer. Une bagarre est sur le point d'éclater, mais Noah sort de nulle part pour les arrêter avec son bouclier. Il enchaîne avec une attaque de son épée, et les hommes s'enfuient pour sauver leur vie. Le propriétaire s'excuse pour ce qui s'est passé, donc Noah lui dit de ne jamais laisser entrer des hommes comme eux à nouveau. Le propriétaire souligne que des clients comme eux sont ceux qui font vivre son entreprise, donc il n'a pas d'autre choix. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter, et il stupéfie l'homme en disant qu'il achètera simplement toute l'entreprise. Noah demande à Zoé de lui montrer l'argent,
et il propose de payer l'homme 1000 renés. Le propriétaire accepte avec joie, donc Alicia ne sait pas comment rembourser Noah pour tout ce qu'il a fait. Noah explique que tout ce qu'il veut d'elle, c'est sa musique, donc elle peut le rembourser en continuant à chanter. Elle se demande s'il aime vraiment autant son chant, et Noah explique qu'il voit beaucoup de potentiel en elle. Il veut que l'empereur l'entende un jour, donc il lui dit de se consacrer au chant jusqu'à là. Alicia ne pourrait pas être plus heureuse, donc elle promet de travailler aussi dur qu'elle le peut. Pendant qu'elle chante, Noah détermine que son jugement était exact car investir dans les gens est le vrai trésor. Merci d'avoir regardé mon résumé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne.